l'organisation du présent séminaire offre une issue heureuse pour sortir des communes de la crise. En effet, les présentes assises qui regroupent un parterre de personnalités et de représentants d'institutions, imbus d'expériences avérées, me font augurer d'un lendemain meilleur. Ensemble, nous arrêterons des recommandations pertinentes, exploitables, susceptibles de conduire les communautés à la base vers la paix. Pour diverses raisons, ces conflits prennent des formes variées d'une localité à l'autre et s'articulent la plupart du temps autour de certains enjeux liés à la terre, les sources d'eau, mais également les rentes fiscales prélevées sur les carrières ou les infrastructures marchandes. Pour examiner les différents aspects du sujet, autorités communales et préfectorales, acteurs de la société civile et partenaires techniques et financiers vont échanger sur les thématiques placées au cœur de ce séminaire. Prévu pour durer 3 jours, ces assises sont organisées avec le financement du programme d'appui au développement local pour le compte du 10e Fonds européen de développement. La délégation de l'Union européenne se félicite de la tenue effective du séminaire qui s'ouvre ce jour. Nous vous souhaitons que la feuille de route qui sera issue des présentes assises puisse constituer un outil de référence pour l'accélération de la prise en charge de cette question de délimitation des communes par les autorités béninoises. En procédant à l'ouverture de ce séminaire, le ministre en charge de la décentralisation a mis un accent particulier sur l'approche participative, vecteur d'une solution consensuelle. Il s'agit de procéder par gradation, une démarche participative pour aller de façon prudente et éviter les remous que suscitent ces genres de questions. À cet effet, donc, nous avons opté pour une approche participative qui passe par une large consultation des acteurs concernés. Il reste à espérer que les résultats qui seront issus de ce séminaire soient traduits en actes concrets afin d'instaurer un climat de cohésion au sein des communautés. Boni Yayi poursuit sa tournée dans le cadre de l'électrification rurale dans le nord Bénin. 3 localités ont été parcourues par le chef de l'État. Il s'agit de Doukassa et d'Erassi dans la commune de Kalalé et Begourou dans la commune de Ndali. Emmanuel Sebol a suivi, voici son compte rendu. De l'obscurité à la lumière, tout le peuple béninois en rêve en premier. Le président Boni Yayi qui veut transformer le Bénin en un pays totalement éclairé. C'est ce combat qui l'amène à négocier sans cesse des financements auprès des partenaires pour l'électrification des localités, même les plus reculées. Témoignage avec Doukassa dans la commune de Kalalé qui bénéficie de 280 millions de francs pour sortir du noir. Ce montant est une contribution de la communauté électrique du Bénin, CEB, et représente un appui aux efforts d'électrification rurale des pays membres. De quoi susciter l'adhésion des populations, témoins oculaires du lancement des travaux destinés à changer leur vie. Des travaux lancés en personne par le président de la République qui vient marquer son intérêt à la mise en œuvre diligente du projet, puisque convaincu que l'énergie est l'intrant du développement capable de transformer l'économie et de procurer de l'emploi aux jeunes. Il a toujours dit, pour que notre démocratie ait un sens, il faut absolument y mettre l'énergie, l'électricité. Avec l'énergie et l'électricité, on peut construire le développement et la prospérité. Parce que sans énergie, point d'activité rémunératrice de revenus. Avec l'électricité, vous pouvez travailler à la renaissance de l'agriculture dans vos fermes. Vous avez besoin de l'électricité pour produire la glace. Mes chers mamans, vous avez besoin de l'électricité pour toutes les micro-activités, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'agro-industrie, dans les bâtiments, les services, les transports, la logistique. Quoi d'autre encore? Avec l'électricité, vous avez l'Internet pour vous connecter au reste du monde. Avec l'énergie, vous pouvez exceller dans les autres activités telles que l'artisanat, le commerce, la culture, le tourisme, etc. C'est pourquoi
nous avons décidé d'électrifier ou de parachever l'électrification pour le moment des 77 chefs-lieux de communes. Avant mon arrivée à la magistrature suprême, il y avait 12 chefs-lieux de communes qui n'étaient pas électrifiés, qui étaient dans le noir. Et les 12 étaient dans la partie nord de notre pays. Tous ces 12 chefs-lieux de communes ont été totalement électrifiés. Nous avons ouvert le chapitre de l'électrification des chefs-lieux d'arrondissement. Nous en avons 546. Aujourd'hui, il nous reste environ 105 chefs-lieux d'arrondissement qui sont encore dans l'attente, qui sont encore dans le noir. Et la jeunesse attend dans ces chefs-lieux d'arrondissement. Les femmes attendent, les producteurs attendent, les consommateurs attendent. C'est pourquoi nous avons décidé de donner encore un nouvel élan, un coup d'accélération dans la promotion de l'électrification de nos chefs-lieux d'arrondissement. Donc les 105 chefs-lieux d'arrondissement, avec la grâce de Dieu, seront totalement électrifiés. Kalalé compte 6 arrondissements, un seul est électrifié. Ce n'est que justice sur une attention particulière est portée actuellement à la commune qui, du reste, contribue à la richesse nationale grâce à la production de l'or blanc. À ce sujet, le maire de la commune a profité du passage du chef de l'État pour porter à son attention quelques doléances. En dépit de tout ce que vous avez fait, certaines préoccupations des populations de Kalalé demeurent. Entre autres, la lenteur de l'évacuation et réception du coton graine de Kalalé vers les usines d'égrenage MCI de Niki et de SCN de Ndali. Son Excellence, sur 15 355 tonnes de coton attendues, seulement 3 829 280 tonnes ont été réceptionnées, soit un taux de 24,95%. L'impraticabilité des pistes de desserte rurale et surtout l'axe Kalalé-Sebana. L'effondrement de plusieurs ponts dans les différents axes routiers et surtout celui de l'axe Kidam-Pérou-Péonga. L'insuffisance des véhicules pour l'évacuation de coton de la commune. Le non-respect du plan d'évacuation par la Sonapra et les usines d'égrenage, ce qui pénalise la commune de Kalalé. Message clairement reçu par le chef de l'État qui entend se battre pour mettre fin aux exclusions. Je suis donc venu parce que Kalalé est un pôle de production de coton. Et donc ce coton sera ramassé. C'est pourquoi le colonel à qui le gouvernement a confié la réfection des pistes rurales est en route en ce moment. Il va arriver ici. Il va faire les pistes dans les 72 heures et le coton sera collecté, ramassé et transféré vers les usines. Mes chers parents de Kalalé, je voudrais vous remercier. Vous êtes un peuple travailleur. Continuez, continuez. Outre le coton, poussez le Bénin pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Poussez le Bénin pour l'emploi des jeunes, parce que on ne peut pas régler la question de l'emploi des jeunes en dehors de l'agriculture et de sa transformation, mes chers parents. Toujours dans Kalalé, mais cette fois dans l'arrondissement de Derassi, qui surveille l'évolution des travaux d'électrification sur financement de la Banque mondiale. En marquant un arrêt dans cet arrondissement, le président Boni vient constater l'évolution des travaux et exercer une pression supplémentaire sur les entreprises adjudicataires. Les populations comptent les jours. Pour elles, c'est le compte à rebours, mais elles sont rassurées par le ministre en charge de l'énergie. Ce que l'entrepreneur nous a dit avoir été fait ici à Derassi, c'est qu'il est déjà passé partout pour mettre les piquets. Pour mettre les piquets dans les vents. Pour mettre les piquets là où doivent être implantés les poteaux
pour desservir l'électricité dans Derassi. Est-ce que vous avez vu les piquets? Est-ce que vous avez vu les piquets? Après ici, vous irez montrer au Père de la Nation qu'effectivement les piquets sont implantés. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Montrez-nous où se trouvent les piquets parce que c'est un Saint-Thomas. C'est grâce au volet électrification rurale du projet d'AEM concernant 5 localités que Derassi a été prise en compte. Selon le ministre Barthélémy Kassa, les travaux seront achevés dans 2 mois environ. Dernière étape de la tournée du chef de l'État, Gbegbourou, dans la commune de Ndali. Gbegbourou bénéficie également du soutien de la CEB aux efforts d'électrification rurale des pays membres. 260 millions de francs seront investis dans le cadre de ce projet. Il sera construit environ 15 km de réseau basse tension de Parakou à Gbegbourou. Au terme des travaux, tous les arrondissements de Ndali seront électrifiés car Gbegbourou est actuellement le seul encore dans le noir. Quand l'électricité va venir, Gbegbourou sera transformé en ville. C'est ce que Yahi Boni a baptisé la transformation rurale. La transformation rurale, vous allez connaître cette opération ici à Gbegbourou. Dans la ville de Gbegbourou, nous allons construire 2 km de réseau basse tension et 1,5 km de réseau mixte basse tension, moyenne tension. Ça veut dire quoi? Toutes les maisons de Gbegbourou vont recevoir le fil noir par lequel ils seront connectés au réseau de la SB2E. La question de la réfection des pistes cotonnières et de la construction des hangars est revenue une nouvelle fois au centre des préoccupations. Le génie militaire doit réfectionner environ 4000 mètres de pistes cotonnières. Les populations que le 23 mars 2015, toutes les pistes cotonnières seront réfectionnées et les camions pourront mieux circuler vers les usines. C'est vrai que nous avons accusé un léger retard pour lancer les travaux dans le département du Borgou et de la Ligonie. Mais Gbegbourou, que ce soit Gbegbourou, Parakou, Kabor et tous les autres pistes cotonnières, c'est lancé. Kalalé est en cours, Niki est en cours. On va finir les travaux le 23 mars. Il n'y a rien à faire. À toutes les étapes, les populations sont massivement sorties saluer le passage du chef de l'État pour qui le combat pour la sécurité humaine est devenu presque une profession de foi. Il en a fait sa religion et travaille pour un accès universel à l'éducation, à la santé, à l'énergie, à l'eau, à la communication et au développement des infrastructures de transport sous toutes ses formes. Le président Boni Yahi a poursuivi aujourd'hui sa tournée pour la mise en service du réseau électrique dans les localités du pays. Le chef de l'État était aujourd'hui dans les communes de Zapota, d'Agmaïzon, de Zobodomain, de Djidja et de Boycon. À Zapota, les villages d'Adokan, Hongbamen, Zongbomen sont connectés au réseau électrique. Dans la commune de Djidja, Savakan est sorti de l'obscurité. Et Ouassaro, dans la commune de Boycon, à Rouanzon, Tanver, Bobli, Dakba et Ronton, dans la commune d'Agmaïzon, et Akiza, dans la commune de Zobodomain, sont donc connectés aujourd'hui à l'énergie électrique grâce au programme Facilité Énergie, financé par l'Union européenne et par le budget national, par le truchement de l'Agence d'électrification rurale. Un communiqué avant de poursuivre ce journal. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé hier, mardi 17 mars 2015, un appui budgétaire de 20 millions de dollars des États-Unis, équivalent à 10 milliards de francs CFA environ en faveur de la République du Bénin au titre du deuxième crédit d'appui à la réduction de la pauvreté. Ce crédit, en appui à la mise en œuvre de la stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté, vise à accélérer et à élargir les opportunités de croissance équitable en renforçant la gouvernance, la gestion des finances publiques et le climat des affaires. C'est un communiqué du ministère de l'économie, des finances et des programmes de dénationalisation.
Les militants FCBE de la commune de Savay en meeting le week-end dernier objectif renouveler leur confiance au président de la République et au député André Biao Okunlola. L'occasion donc a permis aux populations de prendre langue avec certains leaders politiques de la 10e circonscription électorale. Reportage. Les forces vives de Savay, tous mobilisés derrière André Biao Okunlola, devant les têtes couronnées de l'air culturel Tchabé, jeunes, femmes et zémidiens ont salué les actions de développement posées par l'élu de la 10e circonscription électorale. Nous venons rassurer le peuple et le chef de l'État que le terrain politique de Savay et de la 10e circonscription électorale reste et demeure la chasse gardée de l'honorable André Okunlola. Les élus communaux de la liste des FCBE sont plus que jamais sereins et déterminés à faire échec à toute manœuvre politique et ou politicienne de quelque nature que ce soit et d'où qu'elle vienne pour que l'image de la commune de Savay, bastion avéré des FCBE, ne soit jamais entamée. Les fils de la cité à Trois Mamelles renouvellent ainsi leur engagement aux idéaux du président Boni Yayi. Je voudrais tout simplement rassurer ma population. Comme tout le monde l'a dit, à travers les messages, que Yayi Boni, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, je pense que personne ne peut s'opposer à ça. Et si nous comprenons que personne ne peut s'opposer à l'œuvre de Dieu, il faut qu'on pardonne ceux qui sont en train de se perdre. Ça, je demande à la population de Savay de les pardonner, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Savay, c'est le fief de Okunlola. C'est le fief de tous les natifs tchabais. Ce n'est même pas à discuter. Avant ce meeting, André Biao Okunlola a reçu la bénédiction de Sa Majesté Gidaï Baba de Kaboua, en présence de ses pairs de l'air culturel tchabais. Les grossesses précoces et avortements clandestins en milieu scolaire persistent au Bénin malgré les nombreuses sensibilisations. Alors, face à l'ampleur du phénomène, la COSI Bénin vient de mettre en œuvre une nouvelle stratégie de lutte contre le fléau. Les activités du plan accéléré de promotion des droits en santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes en milieu scolaire ont été lancées officiellement à Tchaourou. La Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin bénéficie dans ce projet de l'appui technique et financier de l'ABMS-PSI, l'ABPF et le Royaume des Pays-Bas. Ousmane Baparapé pour le reportage. L'entrée précoce des jeunes filles dans la vie procréative perturbe leur parcours scolaire avec souvent les risques de décès lors des accouchements, d'où cette initiative de la COSI Bénin pour endiguer le phénomène. Les statistiques en disent long d'ailleurs. Je n'en veux pour preuve que les derniers cas enregistrés et qui font état de plus d'une centaine de grossesses en milieu scolaire au titre de l'année 2013-2014. 21% des adolescentes de 15 à 19 ans ont une vie féconde active. Une grossesse sur 5, 2011 à 2012, 17% des adolescentes ont déjà commencé leur vie procréative. 13% ont eu au moins un enfant et 3% sont enceintes d'un premier enfant. La COSI Bénin ne sera pas seule dans ce combat. La Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin peut compter sur les partenaires techniques et financiers. Les grossesses en milieu scolaire, l'éradication du harcèlement sexuel et toute forme de violence basée sur le genre, mesdames et messieurs, est un noble combat sans répit dans lequel nous sommes engagés. Chers apprenants, la mise en œuvre de ces enseignements que vous recevrez vous permettra de ne pas interrompre prématurément vos études, comme ce fut le cas chez certaines de vos camarades. Après un sketch plein d'humour et à la fois pathétique sur les conséquences des grossesses précoces, le plan accéléré de promotion des droits en santé sexuelle et reproductive des ados et jeunes en milieu scolaire vient également dire non aux avortements clandestins. Pour nous les filles en tant qu'élèves, on doit fixer nos objectifs et savoir que la première des choses, c'est d'abord d'évoluer dans les études. Donc ça ne sert à rien d'être pressé d'aller au CS. Le message que je voulais faire passer, c'est que les filles, de ne pas se donner aux professeurs, quoi.
ne pas se laisser faire par l'harcèlement sexuel. Les zones d'intervention de la COSI Bénin sont les communes de Cotonou, Alada, Lokossa, Dogbo, Kandi et Tchaourou. Le lycée des jeunes filles de Parakou est honoré. L'ambassadeur des États-Unis au Bénin est allé dans ce centre spécialisé en éducation et en formation des jeunes filles avec les mains chargées de cadeaux. Michael Raynor a remis aux autorités du centre des ouvrages scolaires en présence des pensionnaires. Le film de la cérémonie Nestor, c'est là. Des ballons de foot, des livres scolaires au programme et des sacs. Les pensionnaires du lycée des jeunes filles de Parakou reçoivent à cœur joie le don et expriment leur reconnaissance en anglais par la voix de Zinabo Mitili. Thank you. Thank you for all these wonderful presents you've donated to us. Tout en partageant ces mots de gratitude, Madame la proviseure du lycée rêve d'une bibliothèque bilingue mieux équipée pour un meilleur accès au savoir. Nous serions heureuses d'avoir des livres plus actuels, traitant de sujets plus variés, des contenus de programmes scolaires et des notions aussi essentielles que la gestion du temps, le leadership, l'art oratoire, les cultures du monde, les clés de succès et de la prospérité, etc. Nous rêvons d'une bibliothèque plus fournie et même d'une salle informatique. L'accès des filles à l'éducation préoccupe à plus d'un titre les États-Unis. Nous savons que l'investissement dans l'éducation, en particulier dans l'éducation des filles, est la clé du développement économique de tout pays. Un enfant né d'une mère instruite a 50% plus de chances de survivre après l'âge de 5 ans. D'après les statistiques, lorsque les filles grandissent et deviennent des femmes autonomes, leur communauté entière en bénéficie. Bien entendu, ceci nécessite des ressources. L'ambassade des États-Unis est donc heureuse d'offrir aujourd'hui au lycée des jeunes filles de Parakou quelques livres en vue d'accroître l'accès des lycéennes à l'information et aux ressources éducatives. Mais en plus de l'éducation, les filles peuvent également profiter des bienfaits du sport. Devenu lycée des jeunes filles depuis 5 ans déjà, le centre d'éducation et de formation compte aujourd'hui plus de 300 filles de 10 à 20 ans. Le lycée des jeunes filles de Parakou reçoit chaque année les 5 meilleures filles admises au CEP de chaque commune du Bénin. Assemblée générale ordinaire des ressortissants de la Takora et de la Donga vivant dans le port Gualibori. Ces communautés se sont donné rendez-vous à Parakou, assemblée qui va aboutir au renouvellement des membres du bureau exécutif de la fédération. Colombe Amadi sur place pour le reportage. Pour cette assemblée générale ordinaire, les membres de la FARAD, Fédération des associations des ressortissants de la Takora et de la Donga, sont venus de toutes les communes du Borgou à Libori. Ils répondent ainsi à l'appel du comité d'organisation. C'est ensemble que nous avons réfléchi. C'est ensemble que nous avons décidé. Voilà aujourd'hui le fruit de nos travaux de jour comme de nuit. Pour cela, qui devons nous remercier? C'est nous tous ici présents et même absents pour leurs diverses contributions. Depuis sa création en 2006, c'est la deuxième fois que les membres de cette fédération procèdent au renouvellement de ces instances. Mais bien avant les travaux devant conduire à la mise en place de la nouvelle équipe, le secrétaire général sortant de la FARAD fait le bilan des activités menées. Notre participation à la conférence économique départementale de la Takora Donga, nous avons également réglé un certain nombre de problèmes sociaux de nos parents. Au-delà de ça, nous avons organisé un grand festival des populations de la Takora et de la Donga tout récemment. Nous avons contribué à la sensibilisation de nos communautés de la Takora et de la Donga résidant dans le Borgou et l'Albori pour l'enregistrement à la Lévi, surtout dans les périphéries. Le temps fort de cette assemblée générale est l'élection du nouveau bureau, constitué de 23 membres, présidé par Vincent Sari Kassa. La FARAD apparaît aujourd'hui comme le leitmotiv commun. L'action historique pouvant engendrer des changements sociaux positifs pour le bonheur de nos populations. Les défis sont immenses, multiples et multiformes. Cela suppose
que nous devons nous tenir la main dans la main pour bâtir une Farad unie, forte, riche de toutes les forces, de toutes nos âmes. Cette nouvelle équipe a donc 4 ans pour convaincre les membres de la fédération à travers les projets soumis à l'Assemblée générale. Journée de l'artisan béninois, elle a été célébrée le week-end écoulé à Djougou par l'association des artisans et artisanes de la commune de Djougou. Plusieurs manifestations ont meublé la dite journée, co-parrainée par Noumbida, député à l'Assemblée nationale, et Djalil Assouman, directeur général de Bénin Télécom SA, et Sabirou Diarra, directeur général adjoint du port autonome de Cotonou. William Aguiar. Ils se sont donné rendez-vous ce samedi dans leur maison commune pour célébrer leur journée. Ces artisans et artisanes de tous les corps de métier exerçant dans la commune de Djougou, en l'espace d'une soirée, ont fermé les portes de leurs ateliers pour se donner un temps de réflexion sur leurs conditions de travail et avec quelques moments de récréation. Vous n'êtes pas sans savoir que cette mobilisation des artisans, à la base, c'est le fruit, le courage, l'amour du secteur, des patrons et patronnes de la commune de Djougou. Vous convenez avec moi que si la dynamique vie associative règne toujours dans la commune de Djougou depuis 1996, c'est grâce à Dieu et à notre seul bailleur que je vais nommer le Bureau d'appui aux artisans. Je constate que vous organisez une journée de l'artisanat du Bénin sans faire une exposition. Il faudrait que vous y pensez. C'est par là qu'on va voir votre dextérité, ce que vous savez faire, l'ingéniosité. Assouman Djalil, le directeur général de Bénin Télécom SA, au nom des autres parrains de cette édition de la journée des artisans de Djougou, promet tout leur soutien à ce creuset afin que chacun jouisse des fruits de ses efforts. Sachant bien que l'artisanat est le socle du développement industriel, il n'est plus à démontrer votre importance. C'est dans ce sens que je vous rassure que nous, le collectif des parrains, nous serons toujours présents à vos côtés pour toutes les actions qui vont dans la formation des jeunes afin qu'ils soient autonomes. Le combat pour de meilleures conditions de vie et de travail doit se poursuivre au quotidien. Le bilan des acquis pour les défis de l'année en cours se fera en 2016 à l'édition prochaine de la journée des artisans de Djougou. Les cadres de Parakou, préoccupés par le développement de leur commune, ils se sont retrouvés à la résidence du préfet pour une rencontre de restitution et de concertation. Marie-Léa Yemajro pour le reportage. De la restitution faite par les membres du comité préparatoire de l'audience récemment accordée par le chef de l'État au cadre de Parakou, il ressort que seul un travail collectif peut sortir la ville de sa léthargie. Le jour où le chef de l'État nous a reçus, il a fait 2 observations. Les cadres de Parakou l'ont abandonné. Le deuxième constat, et ça c'est un conseil, il a voulu qu'il y ait une union entre les cadres de la ville de Parakou. Entre nous, en politique, et les cadres, ça doit être une question de complémentarité dans l'intérêt supérieur de la commune de Parakou. Les projets de voies Parakou-Djougou, port sec, aéroport de Tourou, stade omnisport et même la promotion des cadres ne peuvent profiter à la cité quand ses fils s'entre-déchirent. Le développement de la ville de Parakou est désormais posé sur un trépied constitué de l'association de développement TELI, du creuset des cadres de Parakou et du conseil municipal de Parakou. Nous devons nous tenir la main. Nous devons aller dans un seul sens. Et nous devons savoir partager. En termes de ressources humaines de qualité, Parakou en a et suffisamment. Parakou en a foison, mais nous évoluons le plus souvent en rang dispersé. C'est de pouvoir aujourd'hui réunir ces ressources humaines-là pour les mettre en synergie afin que des actions concrètes dans le cadre du développement de Parakou puissent être posées. À la suite des échanges, sages et notables de Parakou se sont donné une feuille de route. Ils entendent faire du lobbying autour de chaque projet de développement de la ville.
Le gouvernement béninois, dans sa politique de mieux gérer les grands projets, a depuis mars 2014 créé ce qu'on appelle l'Agence béninoise des grands travaux. Alors une agence destinée à conduire les travaux, les grands travaux, a réduit le coût et a opéré les réformes favorables à l'investissement au Bénin. Pour mieux connaître cette structure d'État qui a sollicité l'expertise de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique pour une séance d'échange de 3 jours. Suivez au micro de Rachida de Biomaman quelques explications sur le rôle de l'ABGT et de la nature de l'appui apporté à la CEA. Cette création correspond en réalité au fait que il est dit que le siècle que nous avons commencé sera le siècle de l'Afrique. Et nos pays sont en compétition. C'est notre capacité de créer les structures et de mettre les infrastructures adéquates qui va favoriser l'investissement national comme l'investissement étranger. Alors de ce point de vue, la création de l'agence des grands travaux est pour accélérer la croissance et favoriser les conditions pour l'investissement. Même si nous appartenons à des communautés régionales comme l'UEMOA et la CEDEAO, nous avons l'intention de rendre attractif notre pays pour l'investissement. Depuis la création en mars 2014, la première opération que l'agence a faite, c'est de contribuer à accélérer, améliorer l'organisation de la table ronde des bailleurs de fonds que le Bénin a organisée en juin 2014 à Paris. Ces projets sont de nature à créer les conditions pour que l'investisseur trouve les infrastructures qui accompagnent son activité. Et l'agence des grands travaux, le plus la valeur ajoutée qu'elle apporte au pays, c'est qu'elle accélère la réalisation de ces infrastructures. Elle en réduit les coûts et elle assure la bonne qualité des infrastructures. Quand je dis infrastructure, n'entendez pas simplement les infrastructures routières et autres. Nous assurons également la conduite d'un certain nombre de réformes qui contribuent à l'amélioration du contexte de l'investissement. Notre appui se situe principalement dans le domaine du renforcement des capacités de l'agence, c'est-à-dire les capacités organisationnelles, institutionnelles et techniques de l'agence, dans le but de pouvoir permettre à l'agence de mieux remplir son mandat d'harmonisation, de coordination des grands travaux au Bénin. En fait, ceci est une deuxième mission. Donc, nous sommes en train de mettre en place la feuille de route de la coopération. Donc cette feuille de route constituera donc l'un des produits attendus à la fin de la mission. Aussi, nous allons mettre en place le cadre même du mémorandum d'entente qui sera signé entre la CEA et le gouvernement béninois. L'objectif des deux parties, c'est que l'ABGT devienne une agence performante qui soit en mesure et capable, n'est-ce pas, de mener à bien le mandat à lui confié par l'autorité supérieure du Bénin. Avant de poursuivre ce journal, un autre communiqué, le gouvernement de la République du Bénin a procédé, comme précédemment annoncé, à une mobilisation de ressources sur le marché financier régional à travers l'émission par adjudication d'un emprunt obligataire de 40 milliards de francs CFA sur 7 ans, dont 2 ans de différé à 6,5% l'an. À l'issue de la séance d'adjudication qui s'est tenue le 18 mars 2015 dans les locaux de la BCAO à Cotonou, les résultats ci-après ont été enregistrés. Montant global des soumissions, 111 845 036 millions de francs CFA. Soumission retenue, 44 millions de francs CFA. Taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissionnaires, 279,61%. Taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions retenues, 110%.
À quelques jours des élections, l'ONG Les Amis du Christ forme des volontaires pour sensibiliser les populations sur la culture d'un esprit de paix en période électorale. Le top de cette croisade pour la paix a été lancé à la place des martyrs de Cotonou. Loris Rounon pour le point. Amener les populations béninoises à cultiver des comportements de paix avant, pendant et après les élections, tel est le leitmotiv de l'ONG Les Amis du Christ, une ONG en campagne dans les grandes villes du Bénin. En ce moment des veilles des élections, nous voulons appeler les uns les autres, tous les politiciens et tous les électeurs à cultiver la paix dans leur maison, la paix dans les regroupements, la paix dans les églises, la paix dans les sociétés, afin que les élections se déroulent sans violence. Je voudrais aussi contribuer à ce combat, qui est surtout un combat d'information et d'éducation, pour que chaque citoyen connaisse l'importance de la paix. Les injures, ça amène à la violence. La violence amène à la guerre. Et la guerre amène à la destruction. Si nous aidons nos devanciers politiques à détruire notre propre nation, qu'est-ce que nous aurons à gérer dans l'avenir? Et pour la circonstance, la musique est mise à contribution pour faire passer le message. Après Cotonou, cap sera mis sur Lokossa, Porto-Novo, Boïcon, Parakou et Natitengou pour le même exercice afin que les élections se passent dans un climat apaisé. Les membres du Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone sous-humide se sont réunis vendredi dernier à Cotonou dans le cadre de leur 14e session du conseil d'administration. L'objectif de cette rencontre est de valider les recommandations issues des rapports tenus à Abidjan. Étaient présents plusieurs personnalités et nos compatriotes. Cette 14e session du CIRDES tenue à Cotonou permettra aux ministres des pays membres de faire le point des recommandations issues de la 13e session du conseil d'administration et de faire la présentation des travaux du comité des experts. À cette session, il y avait eu 13 recommandations faites par le conseil à l'endroit de la directrice générale. 4 ont été partiellement mises en œuvre. Il s'agit des recommandations 2, 4, 5 et 6. Les autres recommandations ont été intégralement exécutées. Actuellement, nous avons 5 races d'animaux que nous avons sur la ferme. Nous avons collecté les semences mâles de ces animaux pour les conserver au laboratoire. Et en plus, nous mettons en place aussi des cultures fourragères pour des champs de démonstration. Donc nous avons commencé à cultiver le panicum. Aujourd'hui, nous avons 10 hectares de panicum sur la ferme. Nous avons commencé à produire la semence de mukuna, de telle sorte qu'en plus du panicum, nous puissions avoir des légumineuses aussi sur la ferme. Concernant l'échéancier de la CNSS, effectivement, nous ne l'avons pas fait. La raison pour laquelle nous ne l'avons pas fait, d'abord, la CNSS, c'est là où nous avons beaucoup, c'est là où la dette est vraiment élevée par rapport aux autres fournisseurs. Le CIRDES est un centre régional basé à Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Ce centre d'expertise pour le développement de l'élevage s'est fixé dès sa création plusieurs objectifs. Premièrement, améliorer la productivité et la compétitivité des systèmes d'élevage. 2. Garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos populations. Et 3. Garantir une gestion durable des terres et des zones d'élevage. Le Bénin, à travers mon département ministériel, voudrait compter sur le CIRDES pour l'amélioration de la santé et des techniques de production animale, sur la conservation du matériel génétique de nos meilleures races animales pour l'amélioration de la productivité et de la production de nos élevages. 3. Sur la préservation de l'environnement dans nos pratiques d'élevage. Et enfin 4. La formation, les échanges et le transfert des technologies. Le CIRDES connaît actuellement des problèmes financiers dus au non-paiement des cotisations des pays membres.
À cette session, le ministre de l'élevage du Bénin, président du conseil d'administration, a passé le témoin à son homologue de la Côte d'Ivoire pour les 2 prochaines années à la tête de la dite institution. Saison sportive 2015 de l'Union des associations sportives de l'enseignement secondaire. Le top a été donné dans la commune de Tanguieta. Toutes les 13 communes de la Takora-Donga prendront part à ce championnat scolaire comme cela a été institué depuis l'année passée. Cette étape est décisive pour la phase nationale puisque ce sont les meilleurs qui auront réussi à sortir leur épingle du jeu qui seront Emerita Kwensoton. Après Djougou l'année dernière, Tanguieta est cette année le point de ralliement de la saison sportive 2015 de l'Union des associations sportives de l'enseignement secondaire UASS. Ce championnat scolaire départemental à Takora-Donga connaîtra d'abord les phases communales, puis la phase départementale qui regroupera les meilleures équipes de toutes les communes. Les participants venus donc des 13 communes de la Takora-Donga vont se démontrer dans diverses disciplines, entre autres le football, le handball, le volleyball, le basketball, l'athlétisme, la gymnastique. En effet, il est inutile de rappeler que le sport maintient la santé corporelle et mentale, qu'elle consolide la cohésion des peuples, stimule l'émulation. Elles permettront, j'en suis convaincu, d'élargir la base des pratiquants et d'offrir à nos 2 départements une élite sportive de qualité. Ces championnats scolaires ont pour but non seulement de promouvoir le sport dans les collèges et lycées, mais aussi ils permettent de déceler les talents cachés qui pourront ainsi former une bonne relève de demain pour le Bénin. On invite donc les participants au fair play. Nous appelons, disons, à tous les élèves sportifs d'être tolérants, de respecter, disons, les arbitres, de respecter le coup de sifflet et ensuite de respecter l'adversaire. Pour ouvrir officiellement les Jeux, le coup d'envoi a été donné avec l'équipe de foot du CEG1 de Tanguieta opposée à celle du CEG3 de Natitengu. Un match remporté par l'équipe de Tanguieta par un score d'1-0. Séparer quelques informations dans les programmes de ce soir. Suivez tout à l'heure, juste après moi, à 21h, un documentaire sur les actions du Cercle international pour la promotion de la création en faveur de la mise en place d'un environnement favorable, protecteur contre les abus sexuels des enfants au Bénin. À 22h, le documentaire Femmes de sel et à 23h30, le JT. Merci de votre fidélité. Journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité et à très bientôt.